qu'il y a des choses que vous maîtrisez. Quand est-ce qu'il faut penser à intuber en réanimation? Les arrêts cardiaques. Tout arrêt cardiaque, il faut penser à intuber, comme ça on a l'apport d'oxygène qui est suffisant. 2. Tout patient qui a un Glasgow coma en dessous de 8. C'est-à-dire le trauma crânien, des fois l'épilepsie quand ça ne récupère pas tout de suite, un AVC quand les gens qui sont dépassés. Donc, tout Glasgow en dessous de 8, il faut intuber. Troisième situation, toutes les situations où le patient a de la détresse respiratoire. C'est-à-dire, le patient est hypoxémique, le patient est hypercapnique, le patient a du mal à respirer parce qu'il est fatigué, donc on intube pour l'aider. Un patient qui a beaucoup trop de sécrétions. Ça, c'est les trois situations où, d'emblée, il faut intuber. Il y a encore deux situations qui sont discutables, mais je les mets quand même dans les indications. C'est tout patient qui est en choc. Vous vous souvenez, récemment, il y a un patient dont on a parlé, qui était sous Noradré. Oui. Je ne connais pas les noms. Quand on n'arrête pas d'augmenter les doses, c'est que le patient est instable. Alors, en attendant de trouver la solution, tu l'intubes, il est plus confortable, tu amènes de l'oxygène, et le temps de trouver qu'est-ce qui ne va pas. La cinquième situation, et ça aussi c'est discutable, si jamais on veut faire une fibroscopie, une coloscopie, une cardioversion, tout ça en fait, tu peux intuber tout comme tu peux ne pas intuber, tu donnes juste un peu de sédation. Il faut toujours ce qu'on appelle un hypnotique, c'est-à-dire propofol, midazolam, kétala, ça dépend de la marque qu'on a ici. Il faut un curare, esméron, traplium, Nambex. En fait, le problème c'est que je ne sais pas ce qu'on a ici dans la maison. Vous avez tout ça? C'est quoi que vous utilisez comme curare? Vous avez quoi? Et un troisième médicament qu'on donne souvent, c'est un analgésique. Sulfentane, Zidolor, la pétidine, la fentanyl, la remifentanil. Voilà. Donc il faut ces trois-là. Un pour l'endormir, l'hypnotique, un pour qu'il ne bouge plus, le curare, et un analgésique pour qu'il soit paisible. Oui. Mais ce qui est important dans l'anesthésie, c'est qu'il faut connaître les doses. Il y a un anesthésiste titulaire ici ou pas? Oui. Sur place, il n'est pas là. Nous, les anesthésistes, on a l'habitude, donc on sait. Par exemple, le MIDA, on sait que c'est entre 0,05 et 0,2 mg/kg. Le propofol, c'est 1 à 2 mg/kg. L'idée que nécessairement ça va réussir, il faut toujours avoir un plan B. Est-ce qu'on a des masques laryngés aussi ici? Non. Donc il faut que, quand tu commences, tu n'as plus qu'à demander à l'infirmière et elle te donne. Il ne faut pas que quand je me mets à intuber, on doit encore aller chercher. Le patient va mal, il est monotorisé, on a tout qui est fait. Les médicaments, le matériel, le tube, la seringue, et on vérifie la machine aussi. Ça ne sert à rien, finalement, qu'on intube le patient et que la machine ne fonctionne pas. Ça, ou ne rien faire, ça revient au même. Autant le laisser mourir. Donc, personne inconsciente, donc on donne les médicaments, les trois médicaments. Donc, l'hypnotique, le curare, l'analgésique. En général, les deux, dans les 2 minutes, tous les médicaments ont agi. Pendant ce temps-là, le patient doit être sous 100% d'oxygène. Donc quand vous le branchez, soit vous mettez, la plupart du temps, soit ils ont des lunettes, soit vous mettez juste un masque avec de l'oxygène. Le plus important quand on intube, c'est pas tellement savoir intuber. Il faut que si jamais tu n'arrives pas à intuber, je suis à l'imiter, tu m'appelles, tu le tiens toi à la main et tu le ventiles, jusqu'à ce que j'arrive. Le plus important, c'est surtout savoir ventiler un patient. Et la ventilation te permettra de donner au patient de l'oxygène. Alors ça, normalement, le docteur Paulin vous avait montré, je crois, comment il faut ventiler un patient. Oui. Vous vous souvenez où est-ce qu'il faut mettre les mains et tout ça? Oui. Le but, c'est de luxer la mâchoire. Ok? Donc, ça. C'est, je luxe la mâchoire,
Et puis, avec ma main ici, j'appuie dessus. Ce qui fait que, si on est à deux, moi je peux mettre mes deux mains comme ça, et l'autre ballonne. Mais nous les anesthésistes, nous on a l'habitude, nous on sait faire les deux en même temps. Tu prends et tu ballonnes. Tu ballonnes. Et à quoi tu vois que l'oxygène passe, tu vois que son thorax monte, descend. Monte, descend. Tu essaies d'intuber, tu sais pas intuber, tu m'appelles, je suis à l'imiter, je dis j'arrive. Pendant ce temps-là, tu ballonnes, tu ballonnes, tu ballonnes, jusqu'à ce que j'arrive. Ça c'est avant, ça c'est le plus important. Ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est le geste qu'il faut surtout bien contrôler. Donc toujours bien, enfin chez quelqu'un qui est éveillé, ça fait mal. Hein. C'est vraiment, vous mettez les doigts ici et vous avancez la mâchoire. La mâchoire va aller vers l'avant, ce qui fait que la langue va se dégager et l'oxygène. Au moniteur, vous voyez qu'il a toujours 100. Les 2 minutes sont passées. Là alors, vous pouvez commencer à prendre le laryngoscope. L'infirmière qui prépare doit savoir faire ce geste. Comme ça. Et en fait, quand tu donnes au médecin, qui est comme ça, tu dois lui donner pour qu'il puisse tenir comme ça. Il ne faut pas lui donner pour qu'il soit encore comme ça et qu'il vienne à chercher. Quand tu donnes à celui qui va intuber, tu lui donnes pour que tu lui donnes comme ça pour que lui prenne comme ça. Comme ça, il a facile à entrer dans la bouche. Ok ? Si c'est une petite bouche, celui-là c'est plus pour un enfant. Et les bébés c'est des lames droites. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chez les réanimateurs, ceux qui ne connaissent pas la sepsie, c'est quoi, c'est les gestes et puis. Pour intuber, le patient est toujours à plat. On le met à plat. On entre le tube par la gauche, par la droite. Pourquoi par la droite? Comme ça la langue vient de ce côté-ci. Et à fur et à mesure que vous entrez, au fait, ça repousse la langue de ce côté-là. Et donc la langue n'est pas sur le chemin. Ok? Donc, j'entre mon tube, j'entre mon laryngoscope par la droite. Et tu suis la langue. En fait, ici ça paraît dur, mais comme le patient est curarisé, il y aura un relâchement musculaire. Ok? Donc, j'entre. Et tu viens regarder. Comme ça, regarde. Regarde bien par là. Il y a le trou. Et en fait, avec ton tube, tu viens et tu essaies de diriger et d'aller là. À ce niveau, docteur, il faudra peut-être dire à l'intention de l'Assemblée qu'il y a une structure bien anatomique à visualiser. En fait, il y a la luette qu'il faut visualiser. Oui, justement. Et quand je tire vers le mur, la luette dégage. Et tu verras, vous allez voir en fait ce qu'on appelle les arétinoïdes. Ça forme un triangle. Les arétinoïdes sont là. Et en dessous, c'est le pharynx qui va vers l'œsophage. Donc on tombe sur un grand espace, tu vas voir, il y a les arétinoïdes, et puis il y a comme un trou, et c'est dans ce trou-là qu'il faut aller, vers la trachée. Mais ce geste, il faut que tout le monde le maîtrise. Venez voir, et puis vous allez essayer de me donner cette image-là. J'entre, regarde, voilà. Regarde. Là, tu vois l'épiglotte. Ok. Ok. Oui. Je tire vers l'avant. Oui. Et tu vois en dessous. Il y a un peu de trouille. Donc il faut d'abord que tu voies la glotte et puis tu dégages. Je l'ai vu. Je l'ai là. Voilà. Et c'est l'espace juste en dessous. Donc il faut que ton tube arrive. Je veux que ton tube arrive là. Là où mon doigt sort. Là. Tu vois? Oui. Oui. Ton tube doit venir là. Ah. Voilà. Quand tu dégages, c'est le trou ici que tu vas voir. Bonjour, je l'ai vu, il est là. Et c'est là où tu mets le tube. Oui, c'est moi. Ok, il est là, dans les trous là. Voilà, c'est bon, on t'a vu passer. Ok, c'est là. Jusqu'à 20, 21, ça va. Si tu retiens 21 chez tout le monde, et après tu auscultes pour voir si jamais c'est bilatéral ou pas bilatéral. Si tu entends qu'un poumon, c'est que c'est trop loin. Vraiment, c'est parfait.
Ok. Allez, tout le monde essaye. Mais bon, allez.